Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, DAF. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Alors, hier, René Ruth a osé comparer Harrison Ford dans son versus avec Tom Hanks. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il y a match? Non, il n'y a pas match, malheureusement. Pour la simple et bonne raison que Tom Hanks a 2 Oscars et Harrison Ford n'en a pas. Ouais, voilà. Donc, c'est déjà. J'ai bien dit ça, René Ruth, avec c'est son déjà. versus, Non, c'est une grande différence. Mais ça n'empêche pas que les deux soient de grands acteurs. Et puis, je pense que l'autre mérite de Tom Hanks, c'est sa palette de jeu. On le voit dans des comédies, dans des thrillers, dans des films d'action. Or, dans des films d'aventure. Or, Harrison Ford n'a pas une très très large palette. Il est beaucoup plus dans des films d'aventure, dans des films d'action. Il a fait très peu de thrillers et je ne pense pas qu'il ait fait de comédie, à mon sens. Alors que, donc tu vois, Tom Hanks, il a cette palette la plus large de jeu. Donc il a joué des personnages qui sont vraiment variés. Et donc plus de personnages avec plus de variété. Et donc pour moi, je pense que Tom Hanks est au-dessus d'Harrison Ford. Voilà. Merci Jean-Paul. L'actualité internationale nous emmène où ce matin? Nous amène à Haïti. Il faut savoir que le président kenyan William Ruto est actuellement aux États-Unis, où il effectue une visite d'État. C'est la première pour un chef d'État africain depuis 15 ans. Il a donc été reçu avec tous les honneurs à Washington. Et donc, au menu des discussions avec son homologue américain Joe Biden, il est question du déploiement de la mission multinationale de soutien à la sécurité à Haïti. Alors, qu'est-ce que c'est? Il faut comprendre que Haïti, depuis plusieurs années, est en proie à une insécurité criarde, due selon le gouvernement haïtien et selon les observateurs, notamment en matière de droits de l'homme et de droits humains, dû à l'influence des gangs. Donc les gangs ont essaimé la plupart des grandes villes d'Haïti, comprennent Port-au-Prince ou Gonaïves. Et donc ces gangs-là contrôlent des pans entiers du territoire haïtien. Et donc les autorités sont totalement dépassées par le phénomène. Que ce soit la police ou l'armée, eh ben, elles sont totalement incapables de juguler le problème. D'autant plus que il ne faut pas oublier que les Nations Unies avaient décidé d'envoyer, il y a 4-5 ans, une mission qu'on appelait la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti, la MINUSTA. Cette MINUSTA-là avait justement pour objet de venir stabiliser le pays et lutter contre ce phénomène d'insécurité alimenté par les gangs. Malheureusement pour elle, les Nations Unies avaient donc dû mettre un terme à cette mission en 2017 en raison de faits avérés d'abus sexuels commis par certains casques bleus et leur responsabilité également dans l'introduction dans le pays du choléra, ce qui avait causé la mort de 10 000 personnes. Et donc, à cause de cela, évidemment, donc les Haïtiens ne voulaient plus entendre parler de casques bleus. On a donc dû interrompre cette mission-là. Mais avec le départ des casques bleus en 2017, eh ben, les gangs ont repris du terrain et ont de nouveau, si tu veux, repris le contrôle de pans entiers du pays. On se rappelle, il y a plusieurs semaines, le fait que l'ancien Premier ministre Ariel Henry, qui rentrait d'un voyage officiel en Jamaïque, n'avait pas pu atterrir à l'aéroport de Port-au-Prince parce que celui-ci avait été pris d'assaut par des groupes combinés de gangs. Et en même temps, on avait attaqué la plus grande prison de Port-au-Prince, ce qui avait obligé Ariel Henry à rebrousser chemin et à repartir en Jamaïque. Et la suite, on la connaît. Eh ben, il aura donc fallu que l'Organisation des États des Caraïbes donc décide, prenne acte du fait que Ariel Henry en réalité ne contrôlait plus le pays et donc il fallait qu'il démissionne. Et donc, si il a bel et bien démissionné, un conseil présidentiel de transition a été mis en place, reste que le problème demeure, à savoir celui de l'insécurité. Alors, comment faire? Eh bien, les pays des Caraïbes ont donc demandé le soutien des Nations Unies et des États-Unis notamment pour les aider à trouver une solution. Et donc,
au lieu d'envoyer une autre mission de stabilisation des Nations Unies en Haïti, ils ont donc décidé de créer quelque chose de nouveau, c'est-à-dire qu'au lieu d'envoyer des militaires, parce que dans les missions de stabilisation, des missions onusiennes, ce sont généralement des militaires qui sont envoyés, mais ils ont donc décidé que comme les problèmes d'insécurité qui sont liés, qui frappent les grandes villes haïtiennes, ce sont des problèmes qui sont en fait des missions dévolues à la police, parce que la police est incapable de faire face à ce phénomène. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a un problème de démoralisation dans les troupes. Les policiers estiment qu'ils ne sont pas bien entraînés et surtout bien équipés face à des gangs qui disposent d'armes de guerre quasiment et qui ont une force de frappe qui est bien supérieure à celle de la police. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la question de la corruption dans la police. Il faut savoir, selon les estimations officielles, que près de 40% de policiers sont considérés comme étant corrompus au sein de la police nationale haïtienne. Et même, une grande partie de ces 40% de policiers-là sont même liés directement aux gangs, justement, qui alimentent l'insécurité. Et donc, il y a un problème de crédibilité des forces de police dans la force de police haïtienne. Et donc, il faut aussi juguler ce phénomène-là. Et enfin, la troisième chose, c'est le fait que les policiers aussi sont démoralisés parce qu'ils considèrent que leur traitement n'est pas à la hauteur des risques que l'on leur demande de prendre. Les salaires sont bas, il n'y a quasiment pas de prime de risque et surtout, leurs familles sont mises en danger. Dès lors que les policiers sont clairement identifiés, eh ben, par ricochet, les gangs, s'ils n'arrivent pas à s'en prendre directement aux policiers, eh ben, ils ne vont pas hésiter à s'en prendre à leurs femmes ou à leurs enfants. Et donc, ils demandent donc de meilleures conditions, à la fois de vie pour eux et pour leur famille, et aussi de protection pour ces derniers. Donc, pour ces trois raisons-là, les Nations Unies ont donc décidé de mettre en place une nouvelle mission multinationale de soutien qui va venir à la fois renforcer les capacités opérationnelles de la police, en fournissant d'abord des effectifs supplémentaires, donc des supplétifs de policiers qui vont venir se battre ou qui vont venir suppléer la police nationale haïtienne dans cette mission de reconquête des territoires qui sont contrôlés par les gangs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, elle a une mission d'entraînement pour permettre justement à ces policiers haïtiens-là de savoir manipuler de meilleures armes, de meilleurs outils de maintien de la sécurité et puis avoir de meilleures compétences sur le terrain. Et enfin, la troisième chose, c'est également suppléer la police haïtienne sur place en matière de renseignement parce qu'évidemment, ça aussi, c'est quelque chose qui est extrêmement important. La police haïtienne souffre évidemment d'un manque de renseignement pour pouvoir mieux avoir une idée de comment est-ce que les gangs sont déployés sur le terrain et surtout comment reprendre le contrôle des territoires qui sont tombés entre leurs mains. C'est la raison pour laquelle William Ruto est aux États-Unis pour parler de cette question-là, parce que dans cette mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti, évidemment, il y a un certain nombre. On dit multinationale, donc ça veut dire que ce sont des policiers qui viennent de pays étrangers. Donc le Kenya a déjà fait savoir qu'elle est prête à s'engager dans cette mission-là. Le Kenya a donc décidé, le Parlement kenyan avait voté la résolution en décembre dernier et donc donné l'autorisation au président William Ruto d'envoyer un contingent de 1000 hommes en Haïti, de 1000 policiers à Haïti pour évidemment soutenir l'action de la police nationale haïtienne dans le cadre de la lutte contre l'insécurité gangrénée par évidemment ces groupes armés que représentent les gangs. Et à côté du Kenya, il y a d'autres pays qui ont déjà fait savoir qu'ils allaient aussi envoyer des même si ils n'ont pas véritablement donné le nombre d'hommes qui vont envoyer. On sait déjà que la Jamaïque, les Bahamas et Antigua, une petite île aussi à côté des Bahamas, ont décidé, on fait savoir déjà de manière officielle qu'ils vont envoyer des hommes en Haïti. Et donc, tous ces hommes-là, on espère, selon les autorités, selon le Conseil de sécurité de l'ONU, espère que, évidemment, il y ait entre 3000 ou 4000 hommes qui puissent être déployés. Donc, le premier contingent de 1000 hommes qui sera mis à disposition par le Kenya va rapidement arriver sur place. Un premier contingent de 250 policiers kenyans est attendu dans les prochains jours, voire les prochaines semaines à Port-au-Prince. Alors, pourquoi est-ce que William Ruto parle de cette question-là avec Joe Biden? Tout simplement parce qu'en réalité, les pays
membres de la, du MM2S, donc la mission multinationale de soutien à la sécurité, eux, ils mettent seulement à la disposition des Nations Unies, en fait, les hommes, mais pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens. Et donc, c'est les États-Unis qui prennent le relais à ce niveau-là, au niveau logistique et au niveau des rémunérations, en réalité, des policiers. Donc, les États-Unis ont déjà fait savoir que le Congrès a voté une première enveloppe de 300 millions de dollars qui va servir à payer les équipements, à assurer toute la logistique liée aux activités de cette mission multinationale-là, et aussi au salaire, donc au prix qui concerne les membres de cette mission-là. Et ensuite, il a aussi également annoncé une enveloppe supplémentaire de 60 millions de dollars, mais ces 60 millions de dollars sont destinés d'abord à la police haïtienne pour les raisons que je viens d'évoquer. La première chose, ça va permettre d'acheter du matériel et de renforcer donc les capacités opérationnelles de la police haïtienne. Deuxièmement, ça va permettre aussi de revaloriser les rémunérations des policiers haïtiens parce qu'ils avaient des salaires qui n'étaient pas à la hauteur des risques qu'on leur demandait de prendre, parce que des salaires qui comprennent une meilleure couverture en matière de santé, en matière de sécurité, en matière d'alimentation, en matière d'éducation, à la fois pour eux et pour leurs enfants. Et puis, un troisième volet qui est aussi lié maintenant au renseignement. Ces 60 millions de dollars vont permettre à la police haïtienne de pouvoir trouver sur le terrain des informateurs, à même de leur donner des informations sur ces gangs-là, parce qu'il y avait véritablement une rupture à ce niveau-là. Donc ces deux enveloppes-là de 300 millions de dollars en soutien à la mission multinationale et les 60 millions de dollars en soutien à la mission, à la police nationale d'Haïti, vont évidemment permettre, on l'espère, à Haïti de pouvoir enfin juguler ce phénomène-là et permettre aux autorités, et notamment à la police, de reprendre pied. C'est d'autant plus important parce qu'il faut savoir que l'Haïti est en période de transition, je l'avais dit, démission du Premier ministre Ariel Henry il y a quelques semaines, la mise en place d'un conseil présidentiel de transition. Là, on est en attente du choix du prochain Premier ministre. Il faut savoir qu'il y a à peu près 80 actes de candidature pour occuper le poste. Et une fois que ce Premier ministre aura été nommé, il faudra lui fixer une feuille de route et qu'il nomme les membres de son cabinet. Et ensuite, il va falloir, dans la foulée aussi, organiser les prochaines élections, à la fois présidentielles et législatives, pour que Haïti revienne dans un processus constitutionnel normal. Or, pour ça, la première chose qu'il faut régler, c'est la question sécuritaire. Pourquoi? Parce que certains gangs, en tête desquels, par exemple, l'un de ses plus célèbres chefs, qui s'appelle Barbecue, qui est à la tête d'un des plus grands gangs de Port-au-Prince. C'est le nom d'un gang des films, ça. Oui. Alors lui, il estime que, étant donné, si tu veux, l'influence qu'ils ont sur le terrain, étant donné l'influence qu'ils ont sur le terrain, ils doivent faire partie du processus politique, parce que la transition, c'est un processus politique. Et donc, ils veulent faire partie du processus politique. Ce que refuse une grande partie de la classe politique, étant donné les antécédents judiciaires qui concernent non seulement les leaders de ces gangs, mais aussi une grande partie de ces membres. Et étant donné, évidemment, tous les actes de violence qui leur sont imputés. Il faut savoir que, par exemple, entre le 1er janvier et le 9 septembre 2023, les gangs sont considérés comme étant à l'origine de plus de 3000 homicides et de plus de 1500 enlèvements contre rançon, et sont également à l'origine du déplacement de plus de 200 000 personnes, dont les 2 tiers sont des femmes et des enfants, de leur domicile. Donc ils sont à l'origine de véritablement cette situation d'instabilité, sans oublier les questions de violence sexuelle et les abus contre les femmes et les jeunes filles qui sont devenues légion, carrément dans le pays. Et donc le fait que ces gangs soient à l'origine de cette situation d'instabilité et qu'ils réclament de participer au processus politique pose un problème. Ils ne peuvent pas participer au processus politique, voilà, c'est des gangsters. Voilà, et donc c'est la raison pour laquelle il faut donc réduire leur influence, les mettre hors d'état de mieux. Je ne pense pas que cela soit réaliste, mais si diminuer. C'est possible, un petit pays comme Haïti. Non, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais disons qu'on peut décider de rendre leur influence, on peut la faire fondre comme une neige au soleil et à les limiter à des portions congrues, des toutes petites portions de territoire. Et donc ça, c'est possible. La mission multinationale peut reprendre pied sur l'ensemble du pays, rétablir la paix et la sécurité sur l'ensemble du pays de manière globale, mais
mettre un terme au phénomène de gang, pour moi, ce n'est pas possible, parce que aussi ce phénomène est lié aux problèmes sociaux. Tant qu'il y aura de la pauvreté, tant qu'il y aura de la malgouvernance, eh ben, ces phénomènes sociaux seront toujours là. Donc, les gangs qui vont être des espèces d'organisations de substitution qui sont là d'abord au départ pour survivre face à un environnement qui est extrêmement difficile. Et donc, tant qu'on ne réglera pas les problèmes sociaux et économiques, or pour pouvoir les régler, il faut régler la question déjà politique. Et donc, tout étant lié, pour l'instant, je pense qu'il serait assez prétentieux de dire qu'on pourrait mettre un terme aux gangs. Même les États-Unis, qui sont une grande puissance économique, ne sont pas parvenus à mettre un terme. Non, la proportion n'est pas pareille. Et la situation n'est pas pareille. Oui, je suis d'accord. Mais on a la République dominicaine juste à côté. Pourquoi la République dominicaine baigne dans une stabilité, alors que juste à côté, on est dans un charivari qui n'a pas son nom? Voilà. Bon, maintenant, et pourtant, c'est deux pays frontaliers. C'est deux pays qui partagent un même territoire, c'est l'île Hispaniola. Voilà. C'est une île avec divisée en deux. Il y a une partie qui est la République dominicaine, qui est une ancienne colonie espagnole, et puis en face, vous avez Haïti. Et actuellement, dans la République dominicaine, il y a une élection présidentielle. On est en pleine campagne présidentielle. Et là, des enjeux est justement la question de l'immigration haïtienne. Il faut savoir que, étant donné l'instabilité notoire qu'il y a en Haïti, une grande partie d'Haïtiens traversent la frontière et vont se réfugier en République dominicaine, où ils vont chercher du travail, parce que la République dominicaine, c'est une grande destination touristique. Et donc, dans le domaine du tourisme et aussi dans d'autres activités, et bien là-bas, au moins, ils vont chercher un mieux vivre. Et donc, la question de l'immigration haïtienne pose des problèmes, parce que, évidemment, il y a le risque de voir cette proportion d'habitants, de prendre une dimension telle que ça risquerait de déstabiliser, si tu veux, les rapports démographiques locaux. Et donc là, évidemment, la question de l'immigration haïtienne est au cœur de cette campagne. Et le président actuel, qui brigue un second mandat, a fait de la lutte contre l'immigration haïtienne le premier point de sa campagne pour sa réélection. Donc, c'est vraiment dire que c'est un vrai point. Maintenant, la question de l'instabilité à Haïti et l'instabilité en République dominicaine est d'abord politique. L'instabilité haïtienne, elle est due, notamment, elle part de l'époque de la famille Duvalier, donc Papa Doc, on est là dans les années 50, 60, puis on a eu Bébé Doc jusque dans les années 80, et à l'issue de cela, on a eu les militaires qui ont pris le pouvoir jusqu'au milieu des années 90, on a eu une petite intermède avec le président Aristide, qui était le fondateur du parti Lavalas, qui avait apporté beaucoup d'espoir, mais qui malheureusement va aussi être une période de désillusion. Et puis on va retomber dans cette espèce d'instabilité politique qui n'a jamais cessé. Et donc la question ici est que plus l'instabilité politique s'est accentuée, plus les problèmes, les corollaires liés à l'économie, à la santé, la corruption, la mauvaise gouvernance et tout ça, ont fait qu'aujourd'hui, Haïti soit véritablement un pays quasiment à l'arrêt. Et pire encore, n'oublions pas le terrible séisme de 2010 qui avait détruit plus de 60 à 70% du territoire. Et donc, depuis lors, d'un point de vue aussi infrastructurel, le pays n'est toujours pas parvenu à se relever de ce drame. Merci. C'est ce qu'il faut comprendre. Il y a maintenant, à la place de la mission des Nations Unies, une mission multinationale qui va aider la police nationale haïtienne à essayer de lutter contre ce phénomène d'insécurité alimenté par les gangs. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'UDA Fresh Morning, le réveil matinal, le plus haut de la capitale, sur la radio, le plus haut de la capitale. On va en publicité et on se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.